tout le monde, on est de retour pour un nouvel épisode de Zéro Excuse et puis aujourd'hui je suis particulièrement heureuse d'accueillir enfin une voix féminine autour de cette table. Marie Benoît, bonjour. Bonjour. Alors tu as été joueuse professionnelle, membre du top 200 mondial également, des années sur le circuit, des kilomètres on l'imagine, avec tous ces voyages, des matchs forcément, des blessures aussi peut-être. Et puis un jour la décision de tourner la page, c'était il y a quelques mois maintenant. Alors dans Zéro Excuse, je ne sais pas si tu le sais, mais il y a toujours un fil rouge pour débuter cette émission, une phrase ou bien un mot qui va lancer cette émission et qui a été écrite par l'invité précédent. Cette fois-ci, c'était Loïc Vliegen. Voilà, je te donne son bout de papier avec cette phrase qu'il a écrite lui-même et qui l'inspirait beaucoup. Keep pushing, peut-on y lire? Qu'est-ce que ces mots, qu'est-ce que ça réveille en toi aujourd'hui? Pour moi, c'est un peu voilà l'esprit combattant. Quand on est un peu dans un petit creux, il faut continuer. Enfin, il faut croire en soi. Ça fait partie d'une carrière en soi. Donc il y a des hauts et des bas, et il faut toujours continuer à se battre, à travailler, à continuer pour remonter la pente jusqu'à ce qu'on se dise, ok, là, je sais plus. Mais voilà, toujours continuer et croire en soi. Ça résonne en toi finalement et dans ta carrière, une phrase comme celle-là? Oui, honnêtement, je pense pour toutes les carrières quasi, c'est quand même quelque chose qui correspond parce que c'est jamais une ligne droite, c'est toujours un peu en zigzag, un peu le roller coaster comme on dit. Et voilà, il y a des moments où ça part un peu plus, où c'est plus fluide, et parfois il faut un peu plus essayer de forcer entre parenthèses la chose et se pousser pour pouvoir continuer à avancer, même si on a l'impression de stagner ou de regresser à un moment donné, c'est toujours continuer pour atteindre ses objectifs. Alors, dans cet épisode, on va évidemment apprendre à te connaître et revenir aussi sur cette carrière sportive, non pas tant sur les résultats, bien qu'on les évoquera aussi, mais surtout sur tout ce qu'il y avait à côté de cette carrière et ce qui est important aujourd'hui. Alors, en dehors du tennis, qui est Marie Benoît aujourd'hui? Comment est-ce que tu te présenterais peut-être pour quelqu'un qui ne suit pas le sport? Qui es-tu? Ouh là là, on commence toujours par je m'appelle Marie Benoît, je suis belge, j'ai à présent 30 ans du coup. Et voilà, je suis une fille qui a commencé tôt, on va dire dans le sport, enfin on va dire vers 5-6 ans, j'ai commencé à taper dans la balle, à m'entraîner. Beaucoup de choses s'est centré autour du tennis finalement, forcément depuis mon plus jeune âge. Après, en dehors, voilà, je dirais que je suis une fille plus ou moins naturelle, je dirais, honnête, sensible, clairement aussi, voire hypersensible. Mais ouais, je dirais pas que je me dévoile facilement à n'importe qui, donc c'est un peu bizarre de donner tous des aspects comme ça, mais je dirais que c'est un peu, voilà, par là que je commencerai. C'est déjà Ouais. une très belle description pour commencer. Alors, tu parlais justement que le tennis t'a touché très tôt, petite, mais ton rêve, c'était quoi finalement? Petite, tu rêvais déjà de grands chelems ou bien tu rêvais simplement de taper dans la balle finalement le plus longtemps possible? Honnêtement, je pense que j'ai commencé plutôt à apprécier le jeu et à taper dans la balle. Et je me rappelle pas, voilà, depuis mon plus jeune âge, depuis 6-7 ans, enfin, j'avais forcément, je voyais Justine Henin et Kim Clijsters à la télé. C'était impressionnant et ça me motivait, mais je me rappelle plus nécessairement à me dire, ok, moi, je veux être joueuse professionnelle directement. Je pense que ça prend aussi un peu de temps à évoluer, alors peut-être pas pour tout le monde, mais voilà, après, les circonstances se sont passées. À 13 ans, j'ai été peut-être repérée pour aller à la fédération. Et puis, les choses se mettent en place. Mais je dirais pas que depuis mes 6-7 ans, voilà, c'est le rêve d'être joueuse pro, absolument. Tu ne t'es jamais rendu compte, peut-être lors de tes entraînements petites, qu'il y avait un moment où tu avais quelque chose en plus que les autres? Oui, voilà, je dirais pas ça nécessairement. Après, quand on commence à jouer les tournois et qu'on se dit on est bonne dans son âge, on se dit je suis dans les meilleurs Belges. Enfin, ça fait un peu partie, ça motive. Donc c'est peut-être là qu'on se dit ok, je suis bonne, mais je pense qu'à cet âge-là, on n'a aucune idée de ce qui peut nous attendre par la suite, ce qui est vraiment le circuit, être joueuse pro, ça, c'est encore très loin. Finalement, quand on joue voilà, dans les tournois nationaux en Belgique, et donc ouais.
Et comment ça s'est matérialisé concrètement ce passage vers le haut niveau? On imagine plus d'entraînement, plus de déplacements aussi, moins de vie normale. C'était plus ou moins vers quel âge tout ça? Ben, moi, généralement, il y a eu une phase, on va dire, cruciale où voilà, j'étais bonne quand j'étais jeune, dans les meilleurs de mon âge. Et puis, à 13 ans, on m'a proposé, enfin, ou 12 ans, mais 13 ans, on m'a proposé d'aller au centre fédéral à Mons et donc passer en internat. Et là, c'était un peu la question, ben, est-ce que je sors du contexte que je connais, de ma famille, un peu de mon monde social et de, voilà, de ma vie que j'ai à Eupen, qui était quand même à l'autre frontière, on va dire, de la Belgique, ou est-ce que je tente le pas et je vais me donner les meilleures chances? C'est encore dur à dire, on ne sait pas toujours quelle est la bonne solution ou les meilleures conditions, mais c'était quand même bien simplifié. On avait quand même une structure où tu as les entraîneurs sur place, les entraîneurs physiques, vraiment, tu es bien entouré, tu vas à l'école, tout est sur place. Et même pour les parents, j'imagine, c'est bien plus simple. Mhm. Et on se dit quand on est jeune aussi, ben, si je vais là, c'est pour être pro aussi et pour évoluer mieux. Donc c'est à 13 ans, je dirais qu'il y a eu un grand changement de vie déjà à partir de là. À 13 ans, on est capable de prendre cette décision, justement, de se dire, bah voilà, je pars presque à l'autre bout de la Belgique, en tout cas, pas tout près d'où j'ai l'habitude de vivre. Est-ce qu'on se rend compte à 13 ans que ben, forcément, on va s'éloigner des amis qu'on a, là, en l'occurrence pour toi, à Eupen? Est-ce qu'on se rend compte de tout ça à 13 ans, ou bien justement le travail des parents derrière est là aussi de pouvoir nous épauler dans des décisions comme celle-là? Alors, j'ai pas du tout subi la décision, c'est moi qui l'ai prise moi-même avec forcément des discussions. Est-ce qu'on se rend compte? Je pense on prend une décision, mais je pense qu'on peut, mais comme un adulte ne peut pas réaliser tant qu'on vit pas la situation, je pense que Mhm. c'est dur de réaliser tout ce qui se passe encore derrière en émotion, en ressenti. Forcément, il peut y avoir des regrets après ou non. Est-ce qu'on se rend compte? Je pense que honnêtement, c'est dur à dire. Je pense qu'on se rend pas compte de tout ce qui nous attend. On prend la décision d'une manière, voilà, on la réfléchit, on le veut, mais après tout ce qui se passe après cette décision, on sait pas le prévoir et c'est très individuel aussi les réactions des joueurs par rapport à une situation pareille. Donc voilà, c'est. Et jeune comme ça, tu l'as vécu comment? Justement, de te déplacer plus loin de ta famille et de pouvoir intégrer finalement un centre, un internat qu'à l'époque tu ne connaissais pas. De mes souvenirs, je pense que je l'ai plutôt bien vécu, honnêtement. Enfin, surtout au début, on était quand même en grand groupe. Il y avait quand même d'autres joueuses de mon âge aussi. C'est vrai que ça simplifie aussi la chose quand on a d'autres joueurs ou d'autres personnes qui ont un même objectif. Mhm. On peut se tirer un peu plus vers le haut quand tu es le seul à suivre un objectif parmi un groupe. Voilà, il faut se motiver peut-être un peu différemment. Donc là, ça a bien aidé. On était des bons groupes. On était mix, garçons, filles. C'était une bonne ambiance. J'ai des bons souvenirs en soi aussi voilà, de la génération de quand j'étais plus petite. Je trouvais que c'était un peu plus compliqué sur le tard, pour être honnête. Mais voilà, j'en retiens des bons souvenirs, ouais. Et à quel moment est-ce que là, en centre, tu as remarqué, ah bah tiens, maintenant, alors on l'a compris en début de cet épisode, c'était pas spécialement un rêve pour toi d'atteindre le plus grand niveau en tennis, mais est-ce qu'il y a un moment justement, lorsque tu as atteint cette formation, où tu te dis, ah bah tiens, là finalement, aujourd'hui, je peux y arriver? Je dirais que c'est un peu plus avec la maturité aussi, avec à la fin de la scolarité, quand on peut commencer sur le vrai circuit, on va dire, parce il y a différents circuits pour les moins 14, les moins 16, les moins 18. Les moins 18, ça correspond déjà un peu plus, on est déjà un peu plus mature, ça correspond déjà un peu plus à la réalité, parce que c'est des voyages parfois un peu plus éloignés Mhm. déjà. Ça correspond déjà un peu plus à la réalité, même si là, on est encore souvent accompagné, on est en groupe de joueurs ou de joueuses, il y a un entraîneur. C'est plus après où ça devient un peu plus la jungle, où tu commences à voyager peut-être seul, sans entraîneur, où tu dois te gérer beaucoup plus en autonomie, et donc où la réalité peut peut-être te frapper un peu plus. Euh, mais oui, je pense que à mes 17 ans, quand j'ai terminé l'école où il fallait aussi reprendre une décision, ben, Mhm. est-ce que je continue sur le circuit pro, est-ce que j'arrête?
Ben là aussi, là, oui, j'avais encore cette envie de continuer parce que j'étais pas arrivée où je voulais. Je sentais que j'avais pas atteint mes limites. Et là, c'est aussi pareil, c'est un choix. En fait, tu sais pas où ça va t'amener. C'est juste que soit tu fonces, tu prends la décision de continuer à t'entraîner et tu te lances, soit tu ne le fais pas. Et voilà, c'est comme c'est la compétition, ça fait partie. Tu te lances, mais tu sais pas trop. Tu peux, tu peux perdre à ce jeu et tu peux aussi réussir. C'est juste que voilà, il faut se lancer. Mais j'avais envie de me donner les chances et d'atteindre un peu mes limites et voir où ça pouvait m'amener. J'avais quand même déjà beaucoup sacrifié jusqu'à Mhm. 17 ans que voilà, ça aurait été trop dommage si ça avait été la fin. Quand tu parles de sacrifice, c'est quel sacrifice durant cette jeunesse? Ben, je dirais forcément, on n'a pas eu la scolarité typique. Enfin, on a été à l'école, mais je veux dire, toutes les pauses, on les passait pas à la récré, on allait s'entraîner, on avait parfois des aménagements d'horaire, on voyageait. J'ai pas vraiment créé de gros liens à l'école à Mhm. partir de mes 13 ans jusqu'à mes 18 ans, enfin jusqu'à mes 17 ans. Euh, Parce qu'on n'était pas là au récré, on était en internat, donc en dehors, on était aussi sous la surveillance d'autres personnes. Donc c'est pas comme si le soir, on allait boire un verre ou on allait dire bonjour à ses potes. Mhm. C'était vraiment juste école, tennis, études, tennis, voyage, se rattraper les cours qu'on a ratés. Et ça tourne beaucoup autour de ça. Alors peut-être que c'est une mauvaise gestion de ma part aussi, que les week-ends, ben, j'étais quelqu'un de plutôt perfectionniste qui voulait bien faire les choses. Donc même le week-end, quand j'avais peut-être la possibilité de faire un peu plus, ben, voilà, je restais assez pro. Et donc voilà, toute cette vie de comment dire, de moins 18 ans, Mhm. sortir, faire des rencontres, Une jeunesse s'amuser. presque classique, on a Voilà, une envie de jeunesse dire. voilà, classique. Voilà. Ben, celle-là, je ne l'ai pas eue. Alors, j'avoue que aller dans les bars ou boire un verre de trop ou des bières, c'est pas quelque chose qui m'a manqué nécessairement. D'ailleurs, j'arrive pas à assimiler, moi, le social nécessairement avec Mhm. boire. C'est ce que beaucoup ont, mais moi, je me dis, il y a moyen de faire autre chose. Mais oui, voilà, cette jeunesse classique, je l'ai forcément, je l'ai pas eue. Alors, tu parlais justement de cette jungle après, plus ou moins arrivée après 18 ans. C'est un mot assez fort et pourtant, beaucoup de gens voient le tennis comme un sport très prestigieux. Mais la réalité du circuit, c'est quoi? Ben, forcément, je comprends les gens. Probablement, c'est les personnes qui regardent la télé, c'est-à-dire les grands chelems ou les Masters 1000 ou enfin, les gros tournois WTA, ATP, ou probablement, enfin, dans les grands chelems, c'est des grands tableaux, donc il y a plus de joueuses et de joueurs, mais généralement, on voit peut-être jouer les top 50. Et après, ça s'arrête là, mais le circuit, c'est tous les joueurs qui y en dessous. Et ça, je ne pourrais pas dire un nombre exact. D'ailleurs, le classement, au début, ça s'arrêtait peut-être à 1000. Mais après, il y a tous ceux qui n'ont pas encore de points qui essayent d'en avoir un. Maintenant, ça va bien plus loin, probablement. Mais il y a tous les tournois qui sont... Enfin, voilà, on voit le haut de l'échelle, la Mhm. pyramide, mais après, elle s'étend bien plus loin. Et cette partie-là, on la voit jamais, on la voit pas en télé. Maintenant, peut-être en streaming de temps en temps, quelques-uns, parce que il y a toujours moyen de voir de plus en plus de matchs en live et en streaming. Mais c'est toute une partie où on voit pas les conditions de jeu qui sont pas si prestigieuses que ça. Où on voit pas les joueurs qui sont... On voit le public dans les grands chelems, mais là, parfois, il y a trois personnes qui regardent. Il y a parfois peut-être même pas d'arbitre. Il y a pas Mhm. de... Enfin, c'est loin de la réalité de ce qu'on voit à la télé. On n'a pas des conditions d'entraînement idéales. On a parfois des balles qu'on donnerait peut-être plutôt à son petit toutou, chien. Enfin, voilà, c'est des conditions qui sont plus dans le bas de la pyramide, mais qui sont la majorité des conditions pour la majorité des joueurs, parce que c'est là que ça commence et c'est là qu'il y a tout le monde qui veut s'en sortir pour remonter justement les échelons petit à petit. Mais tout le monde commence à la base par là, sauf si réellement il y a des exceptions. Quand dans les juniors, tu as été peut-être top 10, ben, Mhm. tu as peut-être quelques invitations directement pour les gros tournois. Et si tu es vraiment très fort à ce moment-là, ben, il y a déjà des chances que tu te débrouilles très bien, très rapidement et tu passes beaucoup plus vite les échelons. Mais à la base, tout le monde commence en bas. Et là, il y a énormément de joueurs. Et ça, c'est des conditions forcément qu'on ne monte pas et c'est moins attrayant.
Et à c'est voir. et c'est peut-être ce moment-là le plus dur dans une carrière où oui, forcément, il y en a d'autres, mais en tout cas, c'est une première étape qui est pas facile à vivre, on imagine? Oui, c'est une première étape. Au début, malgré tout, ça reste un peu nouveau. C'est hyper, enfin voilà, c'est quand même excitant parce que tu te dis voilà, je suis sur le circuit pro mais finalement, ben, je pense que ce qui peut être dur, c'est de pouvoir essayer, travailler dur et rester beaucoup là dans le dessous, enfin dans le bas de l'échelon parce que c'est pas si évident. Parfois, tu remontes un échelon et puis ben, il peut y avoir une blessure ou bien finalement, ben, tu as eu quelques tableaux difficiles et tu restes là et tu montes pas facilement les échelons. Je pense que là, c'est pas facile de rester vraiment des années sur le circuit du bas tout en rêvant de monter, en essayant et finalement pas y parvenir. Ouais, voilà, là, je pense que ça peut être dur. Il y en a qui prennent plaisir à ça aussi. Enfin, il y a aucun jugement, il y a pas de... Chacun fait comme il veut, mais il y en a qui prennent juste plaisir à voyager, à jouer leur tennis, qui Mmh. prennent pas la tête. Maintenant, c'est aussi un investissement financier à un moment donné que tu fais et que, enfin, en tout cas, dans mon cas, c'était aussi pour parvenir à monter plus vers le haut de l'échelon. Mais il y a tous les profils en soi. Alors, vous avez atteint évidemment, un certain niveau, l'a dit tout à l'heure, on a passé le top 200, 180e mondial si je ne me trompe. On le vit comment au quotidien quand on arrive à atteindre ce niveau-là? Qu'est-ce qui change exactement justement dans tout ce circuit? Ce qui change, je dirais, c'est que tu commences à avoir accès à des tableaux ou des tournois un peu plus prestigieux. Ben, déjà, ça te permet d'accéder au Grand Chelem, Roland-Garros, l'Australian Open, US Open, Wimbledon. Honnêtement, quand on se retrouve là, tu te dis, OK, j'ai pas fait ça pour rien. C'est Enfin, ça. t'as quand même atteint quelque chose. Et ça, forcément, ces tournois qui sont hyper motivants. Enfin là, c'est un peu la partie qui est peut-être vue par le public à la télé et c'est des conditions fabuleuses. T'as des beaux terrains, tu peux t'entraîner, enfin, c'est comme si c'était offert Parfois, c'est des détails, hein, mais tu reçois même des serviettes pour aller te doucher. Je peux te dire que dans les échelons en bas, bah, tu prends ton petit truc encore de l'hôtel ou ailleurs que t'as peut-être... Enfin, c'est des petits détails, mais tu as de l'eau à volonté. Enfin, tout est facile, en fait. Tout est réellement facile et tu dois pas te battre pour tout. Tandis qu'en dessous, ben, tu te bats pour avoir un terrain d'entraînement. Parfois, ben, tu dois attendre une demi-heure si possible. Ils affichent une feuille. Et le premier qui est là, il est servi. Mais donc, tu as une foule de je sais pas combien de personnes qui essayent d'avoir des bonnes conditions d'entraînement. Si tu arrives un peu plus tard, ben, tu n'en as peut-être pas de terrain où il faut un peu, voilà, il faut se battre pour beaucoup de choses et ça prend de l'énergie en plus de vouloir vraiment ben, bien jouer. Donc voilà, tout est un peu plus simple et c'est pas une prise de tête. Donc ça, c'est hyper agréable et bah, forcément, les entrées aussi sont bien meilleures. Donc tout ça, ça reste, ça fait plaisir à jouer dans l'année. Maintenant, voilà, c'est 180, c'est encore vite une position aussi. Tu montes, c'est bien. Tu es toujours un peu à la limite, tu descends et puis il faut continuer à jouer parce que tu aimerais bien remonter. Et voilà, je pouvais accéder au Grand Chelem, mais malgré tout, dans la réalité de ma saison, il y avait quand même aussi les tournois que je devais rejouer pour Mmh. pouvoir prendre les points un peu plus bas dans l'échelon. Donc voilà. Justement, quand on atteint ce niveau de grand chelem où on voit que tout est beau, tout est prestigieux, tout paraît magique presque, c'est difficile d'avoir ce retour à la réalité, à l'autre circuit, parce qu'on imagine que ça arrive aussi à d'autres tennismen ou tenniswomen, d'avoir ce changement, on l'a dit, puisqu'on peut très vite redescendre. Justement, redescendre à ce moment-là, ça doit faire ça fait quoi au niveau du moral d'avoir connu et surtout que visiblement, entre les 2 mondes, il y a une énorme différence? Ouais, il y a une énorme différence. Probablement que voilà, les deux tournois qui suivent, tu dis, oh, ça repique un peu de retomber là. Maintenant, c'était un peu plus mon quotidien. À la limite, c'était plutôt 70% de la réalité de ma carrière plutôt que l'inverse. Donc, c'était un peu moins choquant. Je pense que si on envoie une top 50 maintenant dans le quotidien, là, ça va vraiment piquer parce qu'elle se dit, mais j'ai atterri où ici maintenant? Mais après, c'était un peu plus la réalité. Mais c'est sûr que le décalage, il est énorme, ce qui est un peu triste. Même si j'ai l'impression que de plus en plus, je pense que les belles années de tennis sont encore à venir pour beaucoup de joueurs parce qu'ils essayent vraiment d'améliorer aussi les conditions de donner de l'hospitality, donc le logement offert déjà dans un premier temps, parce que Mmh. parfois aussi, ben, en fait, c'est
quand tu prépares ton tournoi, ben, il y a le voyage, il y a le logement, il y a comment accéder de l'aéroport à ceci, cela. Il y a beaucoup de gestion. Dans les grands chelems, forcément, ben, les hôtels sont déjà fixés. Généralement, tu as des nuitées qui sont prises en charge par le tournoi. Tu as un transport qui vient te chercher à l'aéroport. Enfin, tout est réellement facile. Je me suis perdue dans mon discours. La question, c'était quoi? Mais c'était justement ce Oui, côté un peu c'était... violent de différence entre ces grands chelems. Et qu'est-ce que ça peut faire au moral de passer Ouais, d'un ça à l'autre peut... comme ça? Parfois, oui, parfois, c'est clairement un peu dur, mais comme c'était un peu plus la réalité de mon quotidien, bah, je savais que je voulais en sortir et que c'était aussi par là que je devais passer pour remonter. Mais non, parfois, j'ai peut-être pas non plus fait toujours... Il y a plein de questions qu'on peut se poser. J'ai peut-être pas fait toujours les choix courageux, parce que quand j'avais le classement, j'aurais pu accéder à des tournois un peu plus élevés aussi. Mhm. Sauf que ben, à 180, tu te dis, ben, il faut que je reste quand même top 220 pour pouvoir accéder au Grand Chelem. Donc, est-ce que je participe à des tournois plus grands où je risque de tomber directement contre une tête de série Mhm. ou une joueuse et donc je me retrouve sans points ou avec peu de points? Ou est-ce que je vais quelques échelons plus bas où je suis peut-être plutôt moi-même tête de série et je peux quand même C'est encore ça. accumuler quelques points? Et ça, c'est toujours des choix un peu... je sais pas si c'est courage, est-ce que c'est un peu plus tactique de se dire je fais tel choix ou autre. Par la suite, je pense que je regrette un peu. J'aurais peut-être pu juste tenter le coup un peu plus dans les plus gros tournois, aussi rien que pour la motivation, parce que ça motive aussi de jouer ces tournois-là et que parfois le niveau finalement sur un jour c'est pas toujours, il n'y a pas toujours un énorme décalage. Il y a plein de Mhm. filles qui jouent très bien dans les échelons du bas, sauf qu'il y en a tellement qui jouent bien que elles se rencontrent, c'est une semaine, des mauvaises conditions, une fois pas bien, ben, les points ils s'accumulent pas si vite que ça. Donc en soi, voilà, je pense que si je devais revenir en arrière, peut-être que j'aurais été peut-être un peu plus courageuse sur des choix de tournoi, un peu plus osés, se faire confiance. Sauf que, voilà. Alors, tu parlais aussi de cette solitude, notamment dans ces tournois. Ça doit peser aussi. Bah, voilà, quand on est jeune, on sait qu'on est quand même pas mal entouré. Et puis, tu l'as dit toi-même, voyager seul, être sur le terrain parfois seul. c'est- Comment est-ce qu'on réagit à tout ça? Oui, c'est sûr, c'est pas toujours évident, ouais, parce il faut se motiver seul. Parfois, il y a des moments, bah, forcément, on passe par des phases où on gagne pas toujours beaucoup de matchs, où on se remet beaucoup en question. Enfin, en tout cas, c'était moi, certainement. Après chaque défaite, se remettre en question. Voilà, devoir s'entraîner aussi seul, parce qu'en soi, parfois, tu rentres pas nécessairement chez toi parce que ça vaut pas le coup avec les voyages, ou si tu joues deux tournois différents dans le même pays, faire l'aller-retour, donc tu dois essayer un peu de t'entraîner seul, trouver des solutions, et voilà, t'es pas sereine à ce moment-là, t'es pas très confiante. C'est sûr que c'est pas évident. Je pense que j'ai appris à passer du temps seul. Je sais pas en vrai si c'est un trait de personnalité ou si c'est quelque chose que j'ai appris aussi avec le temps à gérer, la solitude un peu seule. Euh, mais oui, c'est sûr, il y a des moments où il y a moyen de se tirer. On a l'impression qu'on a besoin de cette solitude, mais parfois ça devient trop, ça devient un excès et ça te tire vers le bas parce que tu es en train de ruminer avec tes pensées qui sont peut-être pas nécessairement négatives, Mhm. positives à ce moment-là. Et donc, en plus, on n'a pas de recul parce qu'on est quand même toujours un peu dans le même cycle de tournois compétitifs et tu veux toujours faire mieux. Et finalement, il y a moyen un peu de se tirer clairement vers le bas. Et ça met forcément une pression supplémentaire aussi d'être seul, puisque, voilà, tu le dis, tes pensées, etc., tu dois tout gérer tout seul. Tu te mettais, toi, une pression dans des moments comme ceux-là? Oui, je me mettais une pression de manière générale de performer parce que ben, je voulais pas faire ce travail pour rien. En soi, j'avais des rêves, enfin, j'avais envie de passer, de me prouver à moi-même aussi, peut-être aux autres, que voilà, je valais mieux qu'un certain classement. On a tendance aussi dans la compétition, je pense, enfin, c'est un peu le danger aussi, un peu je sais pas si s'assimiler, c'est pas le mot, mais de se lier, enfin, que toi en tant que joueuse, et tes résultats en Mhm. fait font partie de toi. Or voilà, tu fais un sport et tu essayes de faire du mieux, mais ça va pas non plus. Ça veut rien dire sur ta Mhm. personnalité, je trouve vraiment pas le mot pour le moment.
sur ta valeur, Mhm. sauf qu'on a tendance un peu, ok, si je gagne, ben, je vaux plus. À tout mélanger. Ouais, si je Mhm. gagne, ben, si je perds, ben, là, je vaux un peu moins et ta valeur, sauf il faut vraiment pouvoir différencier ça. Donc oui, je me mettais la pression forcément de résultats et je pense que j'avais plus ben, ouais, peur de et si ça marche pas en fait. Et, et toujours le et si, et toujours en train d'essayer de voir les 10 000 scénarios possibles plutôt que juste vivre le truc et profiter, se faire confiance et avoir Mhm. un peu le lâcher prise. J'avais du mal à avoir le lâcher prise et quand je pensais l'avoir, ben, à un moment donné, avec voilà, les tournois, tu voyages, tu commences à fatiguer au fur et à mesure, ben, de plus en plus, j'avais tendance à reperdre un peu ce lâcher prise et de vouloir revenir dans le contrôle. Or, les résultats, l'adversaire, les conditions, tu peux pas tout contrôler dans le Mhm. tennis, dans la compétition, pour plein de choses. Et ça, c'était difficile d'avoir ce lâcher prise et pas de rester dans le contrôle qui peut parfois être malsain. Et en même temps, voyager avec quelqu'un, ça pouvait être très bénéfique. Mais si c'était mon entraîneur, j'arrivais à mettre la pression aussi parce que je savais que c'était un aspect financier en plus et C'est ça. qu'il fallait performer pour pouvoir aussi de nouveau trouver l'équilibre. Donc parfois c'était un choix justement de prendre personne avec parce que je me mettais plus la pression au niveau résultat et voilà, il y a moyen d'avoir aussi une autre vision des choses. Juste se dire je prends mon entraîneur pour mieux jouer, pour mieux performer. Peut-être que ce sera pas cette semaine-là, mais pour la Mhm. suite. Mais Mhm. voilà, il y a parfois on voit les choses du mauvais côté aussi et T'étais dur avec toi-même? oui, je pense. Oui, je dirais. Perfectionniste, je pensais toujours que faire plus c'est mieux et qu'à la limite, c'était pas permis de prendre plaisir en dehors parce que c'était quelque chose qui serait peut-être néfaste à tes résultats ou j'ai l'impression que parfois on se met dans des mauvaises croyances aussi soi-même ou peut-être par des dires d'autres qu'il faut faire ci ou faire ça même si ça te correspond pas. Et surtout quand on est jeune, enfin, on fait confiance à des personnes, on ne sait pas trop comment ça fonctionne, être pro, on suit des personnes qui sont compétentes pour t'apprendre des choses. Et parfois, même si c'est à contre-cœur, ben, tu dis, ben non, on a dit que ça c'est juste, tu le fais. Et c'est dur d'apprendre en fait à vraiment se connaître Mhm. et se trouver, ouais, être soi-même en fait aussi. Parce que même comment se comporter sur un terrain, ben, il faut montrer l'écran, il faut faire ci ou faire ça. Et après, voilà, il y a plein de personnalités différentes qu'on voit aussi à la télé. Il n'y a pas faux et pas juste, sauf que je pense qu'on se met plein d'idées en tête et on se forge une autre personnalité finalement. Et c'est dur parfois de ne pas être en accord avec soi. À quel moment t'as compris que c'était pas seulement une question physique ou de technique, mais que mentalement, il y a quelque chose qui n'allait plus dans le tennis? Euh, Bon, il y a eu de manière générale plein d'eau et de bas sur une carrière, surtout sur quelques années. Maintenant, tout à la fin, en vrai, c'est un peu, je l'ai pas trop vu venir parce que l'année 2024, du coup, je suis déjà perdue, oui, 2024, c'était une des, je dirais, des meilleures années en soi. Mhm. Voilà, j'étais bien montée au classement, j'avais eu pas mal de victoires, voire le plus de victoires sur cette année-là, des titres. D'ailleurs, ouais, j'ai l'impression de m'assumer un peu plus en tant que joueuse, de trouver un peu mes repères, savoir ce qui me fait du bien, ce qui me fait pas du bien, de pas toujours faire plus. Enfin, voilà, trouver un meilleur équilibre. J'avais l'impression de vie entre être joueuse, être un humain, un être humain Mhm. aussi en dehors. Et, et je sais pas, à partir de. Je commence à m'approcher en septembre, je pense. Je commence à sentir un peu la fatigue s'installer. Je pense qu'il est normal durant une saison aussi, parce qu'elles sont quand même longues quand on pense Mhm. que. Enfin, généralement, tu as peut-être en novembre, tu as une petite partie creuse, si tu veux, où tu dis, OK, si je pars en Australie en janvier, ben, je vais peut-être prendre 10 jours à ce moment-là. Et Mhm. puis, je fais la préparation physique qui est censée quand même te remettre une bonne charge d'entraînement pour pouvoir tenir justement une bonne saison. Et puis, tu pars généralement déjà après fin décembre en Australie. Et puis, c'est reparti jusqu'au novembre. En soi, une saison, c'est relativement long. Donc, je pense qu'à un moment donné, il y a des moments de fatigue qui s'accumulent. Peut-être que j'étais un peu plus sujet à ça aussi, parce que je pense que je rumine de manière générale beaucoup. Je suis très réfléchie, voire en surréflexion parfois, et ça reste fatigant aussi. D'ailleurs, je n'étais pas une des filles qui avait la capacité, je pense, à enchaîner 5 6 tournois. Je vois des filles parfois enchaîner vraiment des tournois semaine par semaine.
moi, après 3 semaines, si tu as gagné ou si tu as bien joué, tant mieux, parce que tu es fatigué pour une bonne raison, parce que tu as enchaîné les matchs physiquement, mentalement. Et même quand tu as perdu en soi, ben là, tu es un peu de nouveau remise en question et tu t'entraînes. Et c'est un peu un état d'esprit parfois un peu plus difficile. Et même là, du coup, j'étais fatiguée. Donc, pour moi, 3 semaines, c'était le grand max. Et 2, c'était très bien. Euh, Même si c'est dur à voir que les filles enchaînent parfois les tournois. Et tu dis, bah, toi, tu es en train de t'entraîner peut-être ou de prendre 3-4 jours un peu plus relax. Et les autres jouent, elles peuvent prendre des points. Et donc, c'est toujours un peu aussi... Ah, tu dis peut-être que je devrais jouer parce que alors là je peux aussi encore prendre des points. C'est toujours un peu la course aussi aux points. Mais voilà, en tout cas la saison avait été bonne et j'ai commencé à sentir un peu la fatigue et à sentir, je sais pas trop dire, mais à vouloir contrôler de nouveau un peu plus les choses de manière générale. Je sens que ça se passe un peu moins bien. Peut-être me sentir un peu moins bien physiquement. Toujours trouver des raisons à un état de fatigue ou à des résultats. Et donc, tu veux parfois en refaire plus et tu rajoutes de la charge. Enfin bref, il y avait eu un accumul de choses. Il y a eu la Billie Jean Cup, du coup, encore en Chine, qui était géniale. Mais forcément, c'était de nouveau encore un peu en voyage en plus pour revenir. Et je savais que tout allait vraiment s'enchaîner rapidement avec le retour de la Chine. Une petite coupure, préparation et pas départ pour l'Australie. Enfin, tout s'était très très vite enchaîné. J'ai eu aussi une petite déception au niveau staff, enfin niveau entraîneur, voilà, où je m'attendais pas à une situation qui allait arriver, je m'y attendais pas et je me sentais peut-être un peu mise de côté ou une petite perte de confiance. Et donc tout ça s'est un peu accumulé. En fait, j'ai commencé la saison fatiguée déjà. En fait, j'ai commencé, ce qui est un peu très dommage, mais je partais pour l'Australie. Pour l'Australian Open, en soi, c'est la chose pour laquelle je travaillais. Et finalement, j'ai commencé la saison comme si j'avais été en fin de saison précédente. Donc, j'étais pas très, très fraîche d'état d'esprit. Et forcément, alors tout prend un peu plus de jus. Et voilà, recommencer avec des gros voyages. J'avais enchaîné par les États-Unis. Enfin, j'ai senti que ouais, j'étais pas sortie en fait du cycle. J'avais pas pris de recul par rapport à la saison passée. Et donc, voilà, j'ai l'impression qu'en fait, c'était vraiment une roue qui tournait, qui continuait à tourner. Et j'arrivais plus à en sortir. Et donc, l'état d'esprit, à un moment donné, s'est un peu détérioré aussi. Et ouais, à la fin, je prenais plus trop le plaisir. Enfin, je me mettais la pression parce que je voulais contrôler le fait de ne pas être peut-être dans un état où je voulais être, ni mental, ni physique. Et finalement, ouais, je me reconnaissais plus trop sur le terrain, je prenais plus trop plaisir. Même en dehors, tu commences à t'inquiéter un peu aussi tu voyages seul. Enfin voilà, c'était une spirale juste descendante. Et oui, tu disais dans un message lorsque tu as annoncé mettre fin à ta carrière, tu disais que tu rêvais encore du résultat, mais plus du chemin pour y parvenir. Ouais, c'est ça. Je voulais vraiment encore jouer les grands chelems. Ça, c'était encore quelque chose qui me motivait, mais justement, rester dans le bas de la pyramide. Enfin, de la pyramide, c'est dégradant un peu. C'est pas ça que je veux dire, mais un peu dans les tournois en bas où il faut se battre pour tout. Ça commençait à devenir pesant. C'était plus trop une motivation. La seule raison pour laquelle j'étais encore là, c'était vraiment pour être au grand chelem. Mais si tu veux faire ça, tu dois être capable de passer par tous ces tournois-là et tu dois performer dans tous ces tournois-là. Et là, ouais, dans l'état dans lequel j'étais, je me voyais plus trop performer. Et d'ailleurs, je trouvais plus de sens en vrai à ce que je faisais, sauf atteindre les grands chelems. Mais il faut aimer, je pense que je l'avais mis dans le message aussi, il faut aimer le parcours et tout le chemin qui te mène à là. Et ça, c'était plus trop le cas. C'était plus une peine, et se traîner. Ouais, tu es dans un stress constant en fait à prévoir ton prochain voyage et tu rentres 3 jours à la maison et tu te dis mince, il faut déjà que je repense au voyage prochain. Donc voilà, c'était plus. À la base, j'ai commencé jeune parce que j'aimais ce sport et que j'aimais. Voilà, que je prenais plaisir à jouer. Et donc quand c'est plus là, c'est ça. Il n'y a plus de raison. Je pense qu'il faut toujours trouver. Enfin, moi, j'aime bien avoir une raison à ce que je fais, dans tout ce que je fais. Et là, il n'y en avait plus. Donc, à un moment donné, il faut peut-être être honnête envers soi-même. Et justement, quand on vit du tennis, est-ce que c'est pas trop difficile de s'avouer justement qu'on n'aime plus finalement ce qu'on fait, ou en tout cas de la manière dont on le fait? Si,
Si, c'est tout un... Si, c'est difficile. Ben, je pense que ça a été un long cheminement. J'ai pas... Enfin, je veux dire, c'était déjà en pré-saison en décembre ou peut-être déjà fin novembre. Je sais plus exactement quand j'ai commencé. Où c'était déjà dur, en fait. J'avais du mal à me motiver réellement d'aller aux entraînements. Enfin, tout était difficile. Tout était double peine. Et donc, c'est déjà là que je ressentais des choses que j'avais peut-être pas nécessairement ressenties avant. Et finalement, ma décision, je l'ai prise en fin avril, mai. Donc finalement, c'était quand même toute cette période-là où j'ai eu des réflexions, où tu essaies de comprendre pourquoi tu te sens comme ça, où tu essaies peut-être de chercher des solutions. Depuis, je me dis, je vais peut-être diminuer un peu de charge d'entraînement, ou tu essaies des trucs pour voir si ça va changer. Même si peut-être au fond, tu sais, mais je pense que tu essaies toujours encore de... Oui, t'es pas nécessairement honnête envers toi-même, tu essaies de trouver... T'es quand même resté quelque temps sur la réserve de se dire, ben tiens, est-ce que cette décision est la bonne à prendre? Oui, c'est ça, un peu. Est-ce que... Oui, tout à fait. Tu n'oses pas prendre une décision parce que ça doit quand même être réfléchi. C'est pas quelque chose que tu fais du jour au lendemain avec aisance. C'est comme... Enfin, c'est comme une rupture, quoi. Je sais pas si tu es dans une relation amoureuse pendant de Mhm. longues années et que tu dis, voilà, c'est fini, ça prend, je pense, du temps. Je pense à différentes phases. T'as le déni et puis t'as plein de choses. L'acceptation, elle arrive bien plus tard. Mais oui, ça a pris du temps et jusqu'au moment où je me dis, OK, là, ça va pas, t'es pas dans un état... Enfin, ça sert à rien de Mhm. vivre le circuit comme ça. L'objectif, c'est quand même faire quelque chose qu'on aime dans la vie, être heureuse. Là, ça me rendait plus heureux. Donc, à un moment donné, il faut prendre la décision. Et je pense que le moment, je l'avais senti, mais ça a pris du temps. Ouais. Et quand justement tu as prononcé enfin ces mots j'arrête, comment est-ce que tu t'es sentie? Euh, je pense qu'il y a eu il y a eu deux phases, parce qu'il y a eu la phase où je revenais du dernier tournoi. Non, j'étais en Slovénie. J'étais censée encore enchaîner par un tournoi en Suisse que j'ai annulé, parce que ça allait pas trop. Euh, et là, je pense que j'avais écrit à ma mère. Là, je pense que ça va pas trop. Et elle me connaissait aussi. Donc, je pense que là, j'avais compris que c'était la fin. Donc, il y a eu cette période-là où c'était un peu plus difficile. Et après, il y a eu la période. Mais je pense que j'avais encore eu le temps de travailler, de digérer un peu tout. Et puis, il y a eu Mhm. la phase où je l'ai annoncé réellement sur les réseaux, où c'était une deuxième phase, où c'était peut-être encore un petit coup, où là, je l'ai vraiment rendu réel dans le monde du tennis ou dans... Voilà. Mais il y a eu les deux phases. Je pense que la deuxième était peut-être un peu plus difficile parce que j'avais déjà accepté, je l'avais quand même dit à mon entourage et finalement c'était eux le plus important. Et j'avais eu le temps de digérer un peu la chose, mais voilà, c'est pas évident. Voilà. Mais je pense que toutes les phases étaient différentes. Il y avait les phases, c'était pas évident quand je jouais encore, or je sentais que ça allait pas. Il y a eu Mhm. les phases où tu commences à réaliser que peut-être que c'est peut-être maintenant la fin. Mhm. Ça, c'est pas évident non plus. Après, tu as la phase où tu l'annonces, où c'est aussi. Ben, là, tu rends la chose vraiment concrète et réelle. Et puis après, ben, il y a encore toutes les phases aussi d'ajustement après à la vie réelle. Et puis tu as la phase où tu l'annonces. Je pense que toutes les phases ont leurs difficultés. Parfois, c'était aussi juste un poids qui s'enlève. Mhm. Je pense qu'au début, à partir du moment où j'ai dit, OK, j'arrête, enfin peut-être que je pense arrêter, mais je me laisse peut-être encore un peu le bénéfice du doute, mais je le sentais au plus profond. Là, au début, c'était aussi un poids qui se libérait parce que je m'obligeais plus à aller en tournoi. Mhm. Enfin, c'était comme si c'était des mini-vacances dans un premier temps, parce que tu te dis, bah cool, je suis 2, 3 semaines à la maison maintenant, enfin, d'affilée, je peux prendre un peu de recul. Là, ça faisait du bien même. Je peux vivre un peu enfin, descendre un peu dans le stress. Mhm. Et puis après, ben, c'est plus la réalisation qu'en fait, ça va être ça tout le temps maintenant. En fait, c'est plus juste des mini-vacances. Tu vas devoir trouver des autres objectifs. Tu vas devoir trouver la satisfaction dans d'autres choses. Parce qu'au début, ben, c'était jouer au tennis et puis les victoires, pouvoir s'améliorer, se rendre compte que ah, là, j'ai trouvé encore un truc qui va m'aider dans mon jeu. Ben, toutes ces choses-là, il faut vraiment trouver voilà, la satisfaction dans les petits plaisirs de la vie qu'on n'avait pas nécessairement avant.
Et on va parler évidemment de cet après-tennis dans quelques instants, mais d'abord, j'avais une question, la réaction justement de ton entourage, ça a été laquelle? Tu disais, voilà, ta maman, forcément, elle te connaissait, elle s'en doutait, mais les réactions, ça t'a justement aidé, ou on peut parfois aussi peut-être être surpris de certaines réactions? Moi, il y a eu que des réactions. Enfin, tout le monde était très, Très bienveillant, oui, très bienveillant. Forcément, ils veulent que mon bien. Après, pour eux, je suis pas qu'une joueuse de tennis. évidemment. C'est Marie Et avant tout. voilà, c'est Marie, c'est mon bien-être avant tout. Et oui, j'avais le soutien et la compréhension. En même temps, ça faisait quand même quelques années que je le faisais. Je pense que c'était plus passé au-dessus de ma déception à moi. C'était pas les autres qui étaient déçus enfin, par Mhm. rapport à moi ou mes performances, c'était plus moi qui étais déçue envers moi. Donc après, non, j'ai eu des beaux soutiens, j'ai eu des beaux messages. J'ai eu aussi voilà, un entourage, des amis aussi, enfin, dont une amie aussi qui avait plus ou moins enfin, vécu la même chose ou qui était... Je pense parfois c'est un peu plus simple d'avoir aussi des personnes qui ont réellement vécu la même chose que toi, parce que parfois on a un entourage mais qui n'a pas du tout été, enfin, ils n'ont Qui ne pas été dans le comprend pas monde du réellement, tennis, c'est qui n'ont ça. pas joué, qui n'ont pas eu Mhm. les mêmes sensations sur un terrain de tennis avec les victoires, les défaites. Donc, je pense qu'ils sont toujours bienveillants, ils ont de l'empathie, mais ils peuvent jamais vraiment ressentir au plus profond ce que toi tu ressens. Donc, ce qui était bien, c'est que j'avais aussi une ou deux amies voilà, qui avaient traversé plus ou moins la même chose, peut-être par des roulements différents, peut-être C'est c'était ça. plus cause blessure, ci ou ça, Mhm. mais ça reste une décision difficile quand tu fais le circuit pour un long moment. Donc ça faisait du bien et voilà, on pouvait en discuter ouvertement aussi. Mais honnêtement, non, tout le monde a été bienveillant et à ce niveau-là, j'ai pas eu du tout de plainte à faire. Alors justement, cet après-tennis, on le sentait, mais enfin, on l'a entendu dans ce que tu pouvais dire, mais qu'est-ce qui change le plus justement quand on passe d'un statut pro à finalement toute autre chose? C'est une adaptation aussi, clairement, c'est très différent. Ben, déjà, j'ai l'impression que depuis lors, je sais ce qu'est réellement une semaine avec ben, du travail en semaine et vraiment en week-end, puisque quand tu joues le circuit, ben, tu peux voyager le week-end ou jouer le week-end des qualifs et jouer en semaine, et puis avoir en semaine, ben, avoir perdu, avoir en semaine un break. Enfin, on tourne pas de la même manière qu'on va Mhm. dire que les personnes qui ont un rythme de travail plus ou moins normal ou dans le plus grand pourcentage des personnes, parce que forcément, il y a plein de styles et de métiers différents. Donc déjà, une semaine, tu travailles la semaine et tu sais que tu peux réduire le week-end pour un peu recharger les batteries ou autre. Après, ben, c'est plus routinier. Quand tu voyages, en quelque sorte, c'est une routine aussi, parce que tu pars en tournoi, tu reviens, tu t'entraînes. Mais toutes les semaines sont vraiment très différentes, puisque tu Mhm. passes d'un pays à un autre, tu as un entourage différent, tu as, des matchs différents, il y a plein de choses qui se passent d'une autre manière en circuit, ce qui est peut-être un peu moins le cas ici. Ça aussi, c'est un ajustement. Au début, tu dis, ben, en fait, tu fais toutes les semaines la même chose et voilà, après une semaine, ça recommence à zéro. Parfois, au début, c'était un peu aussi, il fallait un peu s'habituer à ça, de se Mhm. dire toujours la même chose en fait. Enfin, j'ai l'impression j'ai besoin encore de variété aussi dans mon quotidien. J'aurais du mal à me voir et j'ai la chance parce que j'ai pas du tout envie de critiquer ou de Non, non, bien sûr. mais j'avais du mal à me voir me lever tous les jours et d'aller m'asseoir à un bureau du C'est ça. matin au soir directement. Enfin, ça aurait été un trop gros contraste d'être joueuse à ça. Donc, je pense que j'avais encore besoin de beaucoup de variété. J'avais la chance aussi de l'avoir. Mais oui, c'est un peu plus routinier. Il faut trouver les plaisirs dans d'autres choses. Maintenant, ça peut être une petite balade à l'air frais. Ça peut être manger dans un bon resto, boire un petit café, c'est avoir des bonnes discussions avec des personnes. Voilà, c'est trouver la satisfaction dans des petits objectifs journaliers, comme je dis, balade, faire ma séance de sport. C'est bien différent. Avant, c'était plus voilà, dans la victoire ou même dans la défaite, parfois aller se surpasser ou c'est des sensations complètement différentes. Il y a un peu plus d'adrénaline et d'émotions, de variation d'émotions, je dirais, sur le circuit. Maintenant, c'est un peu plus stable, ce qui est dans un sens très agréable Mhm. aussi, parce qu'il n'y a pas justement ces grosses déceptions, ces gros creux.
Et en même temps, parfois, tu as un peu, quand tu étais sur le top de la vague, où tu as eu un titre, c'est des sensations, de l'adrénaline, tu l'as plus à ce point, je dirais, dans la vie T'as, t'as- actuelle. t'as eu peur peut-être un moment de perdre ton identité parce qu'on sait que voilà le tennis a toujours fait partie de toi, on l'a entendu depuis le plus jeune âge. Là, on passe à autre chose, même si on imagine que le tennis fait quand même toujours partie Mhm. un peu de ta vie. Mais t'as pas eu peur à un moment donné de te dire, bah en fait, Marie, sans le tennis aujourd'hui, il va falloir peut-être la réapprendre à la connaître. Ouais, je pense. Ouais, je pense que il faut se retrouver aussi un peu, prendre du recul, voilà, trouver le plaisir dans d'autres choses aussi. Et oui, de se dissocier un peu de cette personnalité du tennis. Ouais, clairement, ça fait partie aussi du travail. Et parfois, j'ai encore du mal aussi si je donne des cours. Là, en soi, je me vois encore comme la joueuse de tennis un peu. Mhm. Et or, non, ce qui pique un peu, ça fait même mal. Mais oui, ça prend du temps. Je pense aussi ça peut pas arriver du jour au lendemain, même si maintenant ça fait déjà quand même quelques temps. Mais c'est tout un cheminement, je pense, qui doit faire son temps. Et ça, voilà, il faut un peu se laisser le temps de voir la vie un peu, de la vivre un peu différemment. Si aujourd'hui, tu pouvais justement parler à la Marie de 13 ans qui prenait cette décision de rentrer en centre de formation et qui rêvait peut-être à ce moment-là secrètement de devenir joueuse pro, qu'est-ce que tu lui dirais aujourd'hui après justement avoir vu et avoir vécu tout ce parcours? Ouais. Ouais, toujours, il y a genre le discours où tu dis super, regarde ce que tu as atteint, et puis tu as le discours aussi, ce que tu aurais pu faire autrement. Mais voilà, en soi, je me suis donné la chance, je me suis donné les moyens, j'ai quand même toujours tout donné ce que je pensais être juste à ce moment-là. Même si c'était peut-être pas la bonne manière, j'ai fait ce que je pensais être juste et bon à ce moment-là. Donc voilà, j'ai quand même eu le courage de continuer, même quand je pensais que voilà, c'était difficile ou que ça servait à rien ou que tu entends peut-être d'autres personnes te dire ceci et cela. Et voilà, j'ai quand même atteint les grands chelems, ce que pas tout le monde peut Tout à fait. atteindre et Oui. ça reste une belle chose, même s'il y a toujours parfois ce... Ouais, j'ai quand même toujours encore cette personne qui me dit, ben, je pense que tu aurais pu faire mieux, mais après, voilà, il faut faire des choix et c'est comme ça, mais je sais pas, à 6 ans, j'aurais probablement jamais réalisé arriver un jour au Grand Chelem ou jouer des matchs voilà, en Australie, en Chine, n'importe où, jouer pour l'équipe nationale. Donc je lui dirais quand même bravo pour ça. Est-ce qu'il reste aujourd'hui des regrets? Parce qu'on l'entend, cette décision a été difficile à prendre. On sent d'ailleurs encore que c'est encore un peu difficile aujourd'hui, tout ça. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que tu as eu des regrets durant cette carrière où finalement, avec le recul, ben voilà, tu le dis toi-même, tu as quand même atteint les grands chelems, mais ça Ouais. aujourd'hui, tout le monde n'y arrive pas. Des regrets. Je pense qu'il y a des choses que j'aurais pu faire différemment, un peu plus lâcher prise, un peu plus faire confiance au travail et juste faire et puis on verra plutôt qu'un peu voir les scénarios ou plutôt et si je perds en fait ou voilà un peu plus le lâcher prise et profiter probablement aussi en dehors. Parfois je me suis fermé des portes parce que je pensais que c'était plus pro. Et il faut juste vivre en soi, la vie continue. Même si tu es joueuse pro, tu peux être une personne en dehors, tu peux profiter de la vie. Voilà, j'ai peut-être été un peu dure avec moi pour certaines choses, mais encore une fois, c'est ce que je pensais être juste et la bonne voie à ce moment-là. Donc voilà. Mais après, oui, si j'étais plus jeune, je lui dirais peut-être, ben, lâche prise, fais de ton mieux, et puis après tu vois. Et je pense qu'au final, probablement, ça m'aurait aidé pour beaucoup de choses. Mais, euh, mais on refait pas le passé. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu peux retenir forcément positivement de toute cette carrière? On imagine qu'elle t'a appris plein de choses. Qu'est-ce que le tennis aujourd'hui t'a appris et qu'est-ce que tu retiens? Ben, il y a quand même tout ce qui est l'autonomie, le travail, euh, ben, cette persévérance, cette envie de se battre aussi pour atteindre des objectifs. Euh, ouais, je dirais qu'il y a plein d'aspects. Mais alors, j'ai appris aussi à vivre seule, ce qui est peut-être pas toujours... parfois, je me rends compte que j'ai aussi besoin d'un moment de recul pour moi,
peut-être, justement, je ne sais pas si c'est un trait de personnalité ou si c'est juste quelque chose que je me suis forgé C'est ça. pour pouvoir survivre aussi, tout simplement. Mais j'adore être entourée, j'ai besoin d'être entourée, mais parfois je sais aussi que j'ai besoin de mon petit moment un peu plus calme et seul. Mais oui, voilà, juste le travail, j'ai toujours été, mais ça, je pense que c'est aussi un trait de personnalité, j'ai toujours été bosseuse, vouloir bien faire les choses, perfectionniste, donc je pense que c'est aussi des traits qui restent par après. Donc, et je ne prends rien pour acquis, et j'ai pas tendance à dire, même dans le monde du tennis, ok, moi j'ai été autant, je sais plus que, je suis toujours très ouverte aussi, j'aime bien les discussions honnêtes, et donc je suis prête à continuer à apprendre aussi, à évoluer. Et, voilà. On arrive évidemment déjà doucement à la fin de cette émission. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à Marie Benoît aujourd'hui, jeune femme de 30 ans, hors des circuits? Qu'est-ce qu'on peut lui souhaiter? Une vie heureuse, quand même saine, riche en sport, en moments de famille, voilà, d'un entourage social bienveillant. Honnêtement, j'aimerais juste ou je souhaite juste vivre une vie un peu plus calme et heureuse. Je n'ai pas d'attente énorme, euh, mais une vie simple, honnête et heureuse. Et c'est tout ce qu'on te souhaite, évidemment. Alors, on a commencé cette émission par ce fameux fil rouge et je te propose d'être le fil rouge de l'émission suivante. Donc, s'il y a une phrase que tu souhaites laisser au prochain invité, je te glisse une feuille D'accord. et un bic. Tu peux vraiment écrire tout ce que tu veux, ce qui te passe par la tête, qui pourrait peut-être résonner auprès d'un autre sportif ou non, ou même une phrase qui finalement résume peut-être un peu ta carrière. Merci en tout cas, Marie Benoît, d'avoir été avec moi aujourd'hui autour de cette table. Merci à vous aussi de nous avoir écoutés pour ce nouvel épisode de Zéro Excuse. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Donc à très bientôt et une excellente journée à vous.